Guerre approche à grands pas, d'une telle férocité, d'une telle barbarie, que le monde se verra séparé en deux camps. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se parle d'Alexandre le Grand au rang des dieux, série Netflix. Alors au départ, j'avais pas envie de la regarder parce que je me suis dit, oh mon Dieu, après Cléopâtre, Alexandre le Grand, mais qu'est-ce que Netflix va faire? Puis j'ai vu l'affiche là, oh mon Dieu, Alexandre le Grand est blond, yeux bleus, c'est à peu près la description qu'on en a, hein, antique, et il n'est pas joué par un Chinois, il n'est pas joué par un Africain, il n'est pas joué par un Mexicain, il ressemble à Alexandre. Alors, allez, j'ose, mais je vais regarder. Donc c'est un docu-fiction Netflix sur la vie d'Alexandre le Grand, donc niveau scénaristique, cherchez pas de trucs curieux, c'est très linéaire. Et puis ça commence comment? On a une vieille dame qui visiblement est dans un temple égyptien qui explique un peu les tenants et aboutissants, la lutte entre Alexandre et Darius, et on a des professeurs d'université, comme il est tradition dans les docu-fictions, pour expliquer les grandes phases. Et puis ils font très bien le boulot, ils expliquent correctement les choses. Et après, le côté fiction commence, donc les acteurs c'est Buck Braithwaite pour Alexandre et Mido Amana qui est égyptien pour le rôle de Darius III, donc le roi des rois, le roi perse. Et puis, c'est là que les ennuis commencent. Pas sur la partie docu, les profs, mais sur la partie fiction. La reconstitution est, puis là je vais le dire franchement, hein, est pourrie. Alors bon, on commence par quoi? Puis je suis désolé un peu de spoiler, mais enfin c'est un spoil sans être un spoil. Il y a la relation entre Alexandre le Grand et Héphaïstion. Évidemment, Netflix ne se loupe pas sur ce côté-là. Ils étaient obligatoirement amants, ils se roulent des pelles dans la flotte dans un lac après s'être entraînés ensemble. On pose le tableau. Est-ce qu'il y avait une relation homosexuelle entre Alexandre le Grand et Héphaïstion? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je fais une réponse normand. Il y a autant d'auteurs qui disent oui, autant d'auteurs qui disent non. Ce qui est évident par contre, et puis les profs de fac le disent à l'écran, c'est que évidemment, il n'y a pas d'homosexualité en Grèce antique. On a des relations avec les hommes, on a des relations avec les femmes. Alexandre d'ailleurs s'est marié pour des raisons politiques, certes, entre autres, mais je veux dire, on a des relations avec les hommes, les femmes, on a même des maîtresses, en plus de femmes, on a des enfants, et puis c'est tout. Et encore, ça dépend vraiment de cité grecque. Ce qui se passe à Athènes n'est pas la même chose que ce qui se passe à Sparte. Et puis c'est pas la même chose, par exemple, chez les Macédoniens. Hein, Philippe II Macédoine n'a jamais eu la réputation d'avoir des amants. Bref, donc oui ou non, ok. Mais évidemment, Netflix ne rate pas le coche à ce niveau-là. En fait, donc, on nous apprend comment Alexandre prend le pouvoir après l'assassinat de son père, en moins 337. Comment, bien sûr, Alexandre va éliminer tous ceux qu'il y avait autour de son père, évidemment, pour prendre le pouvoir. Et puis, ça va être la lutte contre Darius III. Je dis, c'est linéaire. Le problème, c'est la reconstitution qui est totalement minable. Écoutez, je vais pas prendre 36 choses, mais on va en prendre au moins deux ou trois. Allez, les combats. Écoutez, surtout quand on a vu en plus la version de Liverstone de 2004, je crois, où les combats sont magnifiques, même si ils sont peut-être un petit peu parfois trop complexes à bien comprendre, parce que, écoutez, c'est très compliqué à rendre une vraie belle bataille à l'écran. Mais les combats sont magnifiques dans Liverstone. Là, écoutez, je vais prendre deux exemples. Par exemple, la force de l'armée macédonienne, hormis la cavalerie d'Alexandre, c'était la phalange. La phalange, donc 9000 soldats macédoniens à peu près, qui sont donc en carré avec les fameux saris, les piques, les lances, qui font plus de 5 mètres de long. Et donc ce sont des blocs qu'on envoie au combat comme ça avec les saris. Là, écoutez, il n'y en a pas. Voilà, c'est simple, il n'y en a pas. Ce qui était la force de l'armée macédonienne, on oublie. Total. Bravo les scénarios. Bravo les gens qui se sont occupés de faire la reconstitution. Écoutez, ils auraient appelé le moindre groupe de reconstitution historique hellénique. Ils leur auraient donné 30 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit schéma, quelque chose pour que ça soit crédible? Là non. Non. Donc on se combat uniquement à l'épée. Voilà. Ou 2-3 bricoles, 2-3 lances, mais c'est tout.
D'autres exemples, par exemple, la cavalerie d'Alexandre, hormis Alexandre lui-même, portait des casques dits de Béotie, donc des casques qui étaient très découpés, qui permettaient d'avoir une bonne vision périphérique et ainsi que de bien entendre les ordres, parce qu'avec le bruit et tout, là, ce sont les fantassins qui les portent. Yes. Après, là, ce qu'on appelle le lino, la lino-cuirasse, là, je vais perdre le nom grec, là, excusez-moi. Bref, que portait Alexandre, donc c'est une quinzaine de couches de lin superposées. Là, ça devient du n'importe quoi, du pas beau, d'une espèce de vieux cuir. Puis c'est pareil, hein, les Grecs, c'est pas parce qu'ils sont grecs qu'ils incarnent les barbares. Par rapport, comment dire, aux Perses, les Perses ont des couleurs chatoyantes, même si, en fait, ils s'habillaient pas tout à fait comme ça, mais bref. Là, bah, évidemment, les Grecs sont moches. Les Grecs sont moches. Évidemment, c'est pas ça. Puis encore une fois, Oliver Stone avait fait le Blue dans son film Alexandre le Grand. Puis là, ça l'avait pas fait. Et puis les batailles où il y a 100 Gugus sur le terrain, 100 Gugus marocains, puis ça se voit en plus. C'est très drôle, l'armée grecque, en fait, des figurants marocains, puis ça se voit. Je veux dire, bon, bref, au niveau de la reconstitution historique des batailles, c'est mauvais. Et puis c'est dommage parce que le côté fiction, en fait, nuit à la narration des profs d'université qui essaient de faire passer des choses. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un, Netflix ne s'est pas entouré de bonnes personnes. Deux, Netflix n'a pas mis le budget adéquat pour faire un docu-fiction. On parle d'Alexandre le Grand. On parle d'une armée de 40 000 Grecs et puis une armée de 100 000 Perses. Là, il y a 100 figurants sur le terrain. 100. Waouh, comment voulez-vous que ça rende quelque chose? Alors, c'est sûr qu'on me dira, ouais, mais tu pinailles, là, ouais, d'accord. Le petit truc de bronze, là, tu dis qu'il n'est pas là, le bel endroit. C'est pas de la pinaillerie là, c'est essentiel. On trahit l'histoire avec, puis c'est surtout quand même la phalange, hein, qui faisait la force de l'armée macédonienne. Donc voilà, encore une fois une occasion de rater pour faire un docu-fiction historique. C'est dommage de mêler des profs de fac à ça, parce que ça nuit à mon sens à la vérité du propos. C'est bien dommage. Bref, si écoutez, vous êtes un jeudi soir à 23h, et que vous vous ennuyez, regardez-le si ça vous fait plaisir, mais franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, quelle mauvaise reconstitution. Bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois, likez, partagez, abonnez-vous, blablabla comme on dit, et à bientôt.